En tout cas, c'est Yandre d'ouvrir. J'arrive. D'ouvrir cette session, ce webinaire. Bienvenue donc à ce webinaire consacré à la transition énergétique aujourd'hui, ce vendredi 23 avril. On en parlera transition énergétique et plus précisément de la technologie hydrogène. Vous êtes nombreux et nombreuses à participer ce matin à notre webinaire et il s'inscrit en fait dans le cadre du programme écologie industrielle et territoriale, un programme régional qui est soutenu par l'ADEME, le Conseil régional et des programmes leaders également pour donc l'Europe. Et donc je salue Delphine Glutron pour la Chambre de métiers d'artisanat qui est connectée avec nous et avec qui donc nous œuvrons à toutes deux sur le programme EIT sur l'Indre. Donc à tout moment, si vous voulez interagir, bien sûr, ce webinaire est interactif. Ce webinaire est donc consacré à la technologie hydrogène et nous avons le plaisir d'avoir 3 intervenants de qualité, à savoir Anil, qui est pour Storengy connecté avec nous, Marion Bonnet pour Châteauroux Métropole et Sébastien Toussaint. Voilà. Donc, bienvenue à eux. Merci de votre présence. Merci de cette saine coopération pour ce webinaire. Et il est temps donc pour moi de vous donner le programme de ce matin. Nous irons donc jusqu'à 11h30 sur les sujets donc, de la technologie hydrogène. On parlera des vertus et des limites de cette technologie, de ses applications bien sûr. Au moment où on parle décarbonation de l'industrie, il est important de revenir sur ce qu'il est possible pour vous, qu'est-ce qui est maîtrisable et qu'est-ce qu'il sera possible de faire aujourd'hui, à court, à moyen et à long terme également. On parlera aussi du projet IBER, bien sûr, puisque certes, ce webinaire est ouvert à nos acteurs des régions et de la région Centre-Val de Loire, mais nous centrerons aussi une partie, un moment de ce webinaire sur le projet IBER. Nous parlerons également et nous répondrons à la question comment vous positionner dans une transition énergétique au moyen de l'hydrogène, bien sûr. Le comment est important puisque sorti de ce webinaire, vous devrez avoir les clés pour savoir qui contacter et qui pourra vous accompagner dans votre projet. Et donc, sur les sujets globaux je dirais, qui sont dans la transition énergétique, vous, entreprise, vous pouvez nous contacter, Delphine Glutron pour la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Indre et moi-même, Cécile Grousset, au service appui à la CCI Indre. Donc, surtout, ne restez pas sans réponse. Commencez par nous poser les questions et contacter aussi nos intervenants à l'issue de ce webinaire. Il est temps pour moi de vous proposer dans l'onglet Conversation un lien donc vers une session Bicast très simple. Alors Bicast, c'est simplement un outil d'animation. Je vous le glisse dans l'onglet Conversation. Vous pourrez donc vous connecter dès maintenant à cette page et répondre à la question pour commencer ce webinaire. Quel projet ou quelle idée se situe au premier étage de votre fusée aujourd'hui, précisément concernant l'usage de l'hydrogène? Est-ce que tout le monde peut voir cette page-là? Confirmez-moi soit à l'oral, soit au moyen d'un émoticône dans l'onglet de la conversation pour me dire que vous avez bien accès à cette session. Oui, c'est OK. Oui. C'est OK. Donc, j'ai démarré l'activité. Et donc, vous pouvez, en fait, durant ce premier temps, vous m'entendez parler, mais vous pouvez d'ores et déjà remplir le panneau, je dirais, l'interface Bicast pour répondre à cette question. En fait, avec quelle question vous êtes venu ou avec quel projet ou même quelle idée vous a traversé la tête. Et aujourd'hui, en ce temps, voilà, je sais qu'en ce moment, on a un célèbre astronaute qui va décoller ce matin, donc c'était aussi d'usage, de bon augure de vous parler aussi un peu d'une fusée qui décolle pour préciser votre projet, vos attentes ce matin sur le sujet de l'hydrogène. Avec quel bagage vous venez ce matin? Et vous vous apercevez, c'est la confidentialité effectivement qui protège ça. Vous avez un petit avatar qui vous est donné à chacun, tout simplement parce qu'on préserve l'anonymat de ceux qui ajoutent un projet. Donc l'idée, c'est pas nécessairement de faire un tour de table conventionnel à travers de cet outil. C'est bien sûr que nous ayons connaissance un peu de la proportion entre ceux qui sont curieux sur le sujet, qui vont prendre de l'information pour commencer, et puis ceux aussi qui ont déjà une idée de projet, ou si le projet est abouti, qu'ils recherchent effectivement un partenaire dès aujourd'hui, partenaire financier ou partenaire technique. Je fais entrer également Monsieur Flon. Hop. Voilà. Je profite de ce temps que je vous laisse pour répondre, pour faire aussi entrer les derniers participants, ce qui me laissera après le loisir de vous laisser la parole, Anil, évidemment.
Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à cliquer sur le lien de la session Bicast que j'ai ajouté dans l'onglet Conversation. Pour participer, justement. Donc, vous êtes nombreux, effectivement, à parler de votre projet. Je vous remercie. Voilà, on parle effectivement d'intérêt pour une flotte de véhicules d'entreprise, des questions qui seraient sur des applications concrètes. D'accord, ils se posent la question. Alors, je vais partager mon écran si toutefois c'était nécessaire. Est-ce que, Anil, vous pouvez voir sur la session Bicast les réponses qui sont apportées? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc c'est bon. OK, c'est bon, c'est validé. Un minima pour que vous ayez aussi une vue sur tout ça. C'est autant d'éléments à comprendre dès le départ pour se lancer déjà sur le sujet et être centré sur ce sujet et non pas sur d'autres. Aujourd'hui, on va bien parler d'hydrogène. Eh bien, je vous remercie de vous être prêté au jeu. Je vous laisse effectivement le loisir de rajouter des choses et des annotations, des idées. Si toutefois la présentation de Anil, vous pouvez vous aussi vous éveiller à des notions ou des questions très concrètes, vous pouvez les poser ici ou bien, évidemment, toujours dans l'onglet conversation, réagissez, je serai en back-office, je vais éteindre ma caméra pour suivre vos remarques, vos questions et le cas échéant, solliciter Anil, solliciter Sébastien, solliciter Marion pour justement qu'on puisse au moment des échanges répondre à vos questions ou à vos remarques. Et puis vous pouvez aussi lever la petite main jaune de Microsoft Teams et nous vous donnerons la parole, bien évidemment, dans l'ordre chronologique. C'est parti, Anil, je vous permets de partager votre écran et je vous laisse la parole. Je coupe mon écran, je coupe ma caméra. Très bien. Donc, je partage mon écran. Normalement, ça devrait s'afficher chez vous. Oui, c'est parfait, ça fonctionne. Merci. Parfait. Et comme je suis en plein écran, je coupe aussi ma caméra. D'ailleurs, si chacun peut couper sa caméra pendant la présentation, ça permettra d'économiser de la bande passante. Et puis après, on pourra remettre les caméras et les micros pour la session de questions-réponses. Peut-être rapidement présenter chacun des intervenants. Donc aujourd'hui, je fais cette présentation avec Marion. Ah, ça a sauté. Je ne sais pas si... C'est bon, Anil, on t'entend très bien. Mais est-ce que ça s'affiche toujours? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Parce que chez moi, j'ai plus du tout la présentation sous les yeux. Alors, vous pouvez tenter effectivement de déconnecter, de repartager, d'arrêter le partage et de recommencer le partage, hein, aucun souci. Voilà, dans le temps de refaire ce partage. Pour nous, c'est bon, ça marche. C'est bon, c'est bien en plein écran? Parfait, c'est très bien. Parfait, ok, très bien. Bah, écoutez, merci à tous pour votre présence ce matin. Donc, je me présente rapidement. Je suis Anil Kalianpour, Business Developer Hydrogène chez Storengy. Donc, Storengy est une entreprise filiale du groupe Engie spécialisée dans le stockage de gaz naturel. Et depuis plusieurs années maintenant, environ 5 ans, nous avons initié des démarches de développement sur des énergies alternatives comme la géothermie, la production de biométhane, la production et le stockage d'hydrogène. Donc, je travaille plus spécifiquement sur le développement de ces nouveaux usages de l'hydrogène. Et aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'hydrogène avec Marion Bonnet et Sébastien Toussaint. Donc Marion et Sébastien, je vous laisse vous présenter aussi rapidement. Oui, merci Annie. Bonjour à tous. Donc Marion Bonnet, donc je suis directrice générale adjointe aménagement et équipement public pour Châteauroux Métropole. Et donc je suis le point d'entrée pour Châteauroux Métropole sur le déploiement du projet Hyber, un projet de développement d'un écosystème de mobilité hydrogène qu'on vous présentera dans le déroulé de la présentation. Un projet qui est centré sur la ville de Châteauroux et que l'on développe en partenariat avec Storengy. Et donc, je travaille étroitement avec Anil qui va commencer la présentation.
Et du coup, donc Sébastien Toussaint, donc pour le SDEI, donc le syndicat départemental d'énergie. Et donc nous, on a porté à l'origine le projet IBER, donc avec Châteauroux Métropole, avec Storengy, avec la CCPI d'Issoudun, enfin, l'association IBER. Donc on était là un peu au début du projet. Voilà. Donc, je vais commencer par vous faire un topo rapide sur les modalités de production et les usages actuels et à venir de l'hydrogène, en mettant en avant les avantages, mais aussi les limites actuelles de ces technologies. Donc, pour démarrer un panorama de l'hydrogène en France aujourd'hui, donc l'hydrogène, il faut savoir qu'il est déjà utilisé en France depuis environ un siècle, hein. C'est une commodité massivement utilisée dans l'industrie. Donc, c'est une matière première pour des process industriels. Et l'hydrogène est majoritairement produit aujourd'hui en France à partir de gaz naturel, d'hydrocarbures et un petit peu de charbon. Et donc, c'est un hydrogène dont le mode de production est fortement émetteur de gaz à effet de serre. En fait, si on veut produire de l'hydrogène à partir de gaz naturel, on va décomposer la molécule de méthane qui est contenue dans le gaz naturel, qui est une molécule CH4. Donc, il y a 4 atomes d'hydrogène, un atome de carbone. Et cette molécule de méthane, au contact de vapeur d'eau, elle va être dissociée et on va produire du CO2 et de l'hydrogène. Donc, c'est ça le modèle principal de production d'hydrogène actuel en France. Donc, on a une production d'hydrogène fortement carbonée et on a 6% de l'hydrogène aujourd'hui produit en France qui est produit par électrolyse. Donc, soit par électrolyse de l'eau, soit par des process d'électrolyse qu'on appelle chloralcalin. Donc, c'est dans des industries chimiques, on a des process notamment de production de chlore dans lesquels on a une production associée d'hydrogène. Donc, la production actuelle est de 900 000 tonnes annuelles en France. Et en parallèle de ça, pour ce qui est des usages, comme je le disais précédemment, c'est une molécule fortement utilisée dans l'industrie. Elle sert notamment dans le raffinage, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'hydrogène pour désulfurer les carburants et avoir des carburants un peu moins sales et réduire les émissions de dioxyde de soufre lors de l'utilisation du carburant dans les véhicules. On va utiliser l'hydrogène pour la production d'ammoniac qui va entrer dans la composition des engrais chimiques. Et on va utiliser l'hydrogène dans tout un tas d'applications de chimie, dans des process métallurgiques également. Donc, c'est essentiellement de l'industrie lourde qui est consommatrice aujourd'hui d'hydrogène. Et donc, pour avoir un ordre d'idée des émissions de gaz à effet de serre, en fait, pour la production d'1 kilo d'hydrogène, les process conventionnels à partir de gaz naturel, d'hydrocarbures, de charbon vont émettre plus de 10 kg d'équivalent CO2 par kilogramme d'hydrogène produit, alors que si on produit l'hydrogène par électrolyse de l'eau en utilisant de l'électricité renouvelable, donc là c'est une réaction électrochimique où un courant électrique va permettre de décomposer l'eau en oxygène et en hydrogène. Là, on a l'émission de moins d'1 kg d'équivalent CO2 par kilogramme d'hydrogène produit. Et il faut savoir également que sur les 900 000 tonnes d'hydrogène produites annuellement en France, on a 200 000 tonnes qui ne sont pas valorisées, puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle de l'hydrogène fatal, donc dans des process industriels où l'hydrogène n'est pas la finalité du process, c'est un coproduit industriel. Et dans certains cas, cet hydrogène n'est pas valorisé sur site, donc il est tout simplement relâché à l'atmosphère et c'est de l'hydrogène fatal. Donc nous, chez Storengy, on s'intéresse à deux procédés de production de l'hydrogène principalement. C'est donc la valorisation de cet hydrogène fatal ou hydrogène coproduit, où il va falloir venir traiter les impuretés dans cet hydrogène qui est le sous-produit d'un process industriel, puis le comprimer pour aller le valoriser sur des applications industrielles ou des applications de mobilité. Je reviendrai un peu plus tard sur ces applications. Et puis l'autre
l'autre procédé sur lequel on essaye de se développer plus massivement et qui aujourd'hui est l'attention de beaucoup de monde, aussi bien dans l'industrie, chez les pouvoirs publics et chez les collectivités qui souhaitent basculer vers des transports propres, c'est l'électrolyse, c'est la consommation d'électricité renouvelable pour produire de l'hydrogène. Et donc, comme je le disais précédemment, on a également une production d'oxygène via ce procédé, puisque la molécule d'H2O va être dissociée en oxygène et en hydrogène. Donc, on va pouvoir valoriser l'oxygène chez des clients industriels notamment, et valoriser l'hydrogène pour tout un tas d'applications. Donc l'hydrogène, dans un premier temps, à la suite de sa production, il va pouvoir être stocké. Donc soit stocké en sous-sol, donc là ça va être des cavités salines notamment, donc c'est des cavités dans le sous-sol où on va creuser des cavités salines dans des couches de sel pour pouvoir stocker massivement de l'hydrogène comme on le fait depuis de nombreuses années avec le gaz naturel. Donc ça ne va pas être l'objet de notre présentation aujourd'hui, mais c'est un axe de développement sur lequel Storengy travaille activement. Et puis le stockage en surface. Donc on va avoir des stockages sous forme de grands tubes ou de citernes en surface où on va stocker l'hydrogène sous pression. Donc il faut savoir que l'hydrogène, il prend beaucoup de place. Donc pour réduire la place prise par ce gaz, on va soit le liquéfier, soit le comprimer à très haute pression. Donc on va généralement le stocker à 300, 550 bars dans des stockages de surface. Et ensuite, cet hydrogène, il va pouvoir être valorisé soit sur site pour des applications stationnaires via des piles à combustible qui vont permettre de faire la réaction inverse de l'électrolyse, c'est-à-dire de faire réagir l'hydrogène avec l'oxygène pour reformer de la vapeur d'eau et générer un courant électrique. Ça va également permettre, dans ces piles à combustible, de générer un courant électrique qui peut alimenter un moteur et faire avancer un véhicule. Donc c'est quelque chose de plus en plus utilisé pour des applications de mobilité. Et puis si on ne souhaite pas utiliser sur place cet hydrogène, on va pouvoir l'acheminer soit par des canalisations dédiées, soit par des stockages mobiles qu'on appelle des tube trailers. Donc en fait, vous verrez des longs tubes qui seront tirés par un semi-remorque. Et l'hydrogène va ainsi être acheminé jusqu'à un site industriel ou jusqu'à une station où on va là distribuer l'hydrogène pour les véhicules comme pour une station de carburant classique. Donc on a la distribution de l'hydrogène par ces moyens logistiques. Et une autre application possible d'utilisation de l'hydrogène, c'est un process qu'on appelle de méthanation, où en fait on va produire un gaz de synthèse équivalent au gaz naturel. En recombinant cet hydrogène avec du CO2, on va produire une molécule de CH4 équivalente au gaz naturel qui circule dans les réseaux, sauf qu'au lieu d'avoir un gaz naturel d'origine fossile, on a un gaz de synthèse produit à partir d'hydrogène propre et utilisant du CO2 qui peut être soit en provenance d'unités de méthanisation, donc par valorisation de déchets organiques, on fermente ces déchets et on produit du CH4 et du CO2, et donc on a une source de CO2 d'origine renouvelable, ou alors on va valoriser des fumées industrielles qui sont riches en CO2 pour aller capter ce CO2 et le recombiner avec l'hydrogène pour faire du méthane de synthèse. Donc l'hydrogène décarboné répond à plusieurs problématiques. La problématique de stockage d'électricité renouvelable, puisque à l'avenir, l'électricité renouvelable va être de plus en plus prégnante dans nos réseaux d'électricité et on va avoir des problématiques de gestion de cette intermittence. Donc il faut savoir que contrairement à des actifs nucléaires ou des centrales gaz, on a des productions intermittentes d'énergie éolienne, d'électricité photovoltaïque en fonction de la disponibilité en ensoleillement, en fonction du vent. On a une forte intermittence de ces sources d'électricité. Et donc l'hydrogène va pouvoir jouer un rôle dans le stockage de cette électricité afin de pouvoir
stocker les surplus d'électricité lorsqu'il n'y a pas une forte demande sur le réseau, et à l'inverse, lorsqu'il y a peu de disponibilité en électricité renouvelable et qu'il y a une forte demande du réseau électrique, on va pouvoir restituer l'électricité en faisant cette réaction de production d'électricité à partir d'hydrogène dans une pile à combustible. Donc, l'hydrogène répond à plusieurs problématiques: production d'électricité propre, alimentation de véhicules souhaitant rouler avec des carburants propres, et production d'un gaz de synthèse, donc pour enrichir nos réseaux de gaz avec un gaz propre. Donc, c'est ce qu'on appelle le power to gas. Donc, l'électrolyse, pour faire un focus un peu plus fort sur cette technologie, c'est une technologie qui est utilisée depuis de nombreuses années dans l'industrie, notamment l'électrolyse alcaline. Donc, ces procédés alcalins où on a une production vraiment continue d'hydrogène, notamment sur des sites industriels. Et puis, on a de plus en plus une production qu'on appelle PEM. Donc, c'est une membrane échangeuse de protons. Donc là, on a une technologie qui est beaucoup plus adaptée à un profil de production intermittent et qui se développe de plus en plus du fait de cette volonté de pouvoir stocker l'électricité renouvelable. Et donc, cette technologie est moins mature, plus coûteuse, mais qui se développe rapidement et qui a un potentiel de réduction des coûts important. Donc aujourd'hui, en termes de coût de production de l'hydrogène, si on regarde le coût de production par électrolyse, on est sur un coût de production qui va varier de l'ordre de 4 à 14 euros du kilo. Donc on voit qu'il y a une forte variabilité qui va dépendre de la technologie mise en œuvre et de la taille de l'infrastructure. Plus on va avoir une infrastructure de grande taille, plus on va avoir des économies d'échelle et on va pouvoir réduire les coûts de production. Donc aujourd'hui, sur la majorité des électrolyseurs qui se développent en France, on est autour de 6 à 8 euros du kilo. Et puis à terme, on espère atteindre rapidement 4-5 euros du kilo. Et puis il y a déjà certains projets européens qui visent 2-3 euros du kilo à horizon 2030. Et en parallèle, les procédés les plus classiques de production d'hydrogène, comme le reformage de gaz naturel qu'on évoquait précédemment, qui est le process le plus utilisé par les industriels gaziers qui produisent l'hydrogène, notamment pour des applications industrielles. Là, on est sur des coûts de production beaucoup plus faibles, puisqu'on est sur des installations de grande taille, un peu comme des grandes raffineries, où on va produire l'hydrogène à un prix de l'ordre de 1,5, 2, 3 euros du kilo. Mais avec des émissions, comme je l'évoquais précédemment, qui sont de l'ordre de 10 kg de CO2 émis par kilogramme d'hydrogène produit, là où l'électrolyse à partir d'électricité renouvelable est beaucoup plus vertueuse, avec des émissions très réduites de l'ordre d'1 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit. Les atouts de l'hydrogène pour la mobilité, ce sont bien sûr les mêmes atouts qu'on retrouve sur la mobilité électrique à batterie, c'est-à-dire l'absence d'émissions de gaz à effet de serre, l'absence de pollution atmosphérique locale. Donc on n'a pas de CO2, on n'a pas de particules fines, pas d'oxyde de soufre, pas d'oxyde d'azote. Donc on a vraiment une technologie qui répond à la fois à une volonté de réduire les pollutions locales et répondre à un enjeu de santé publique, avec de plus en plus de villes qui imposent des normes de plus en plus strictes sur la pollution générée par les véhicules circulant dans les métropoles. Et puis, on a cette volonté de répondre à un problème de réchauffement climatique. Donc, la mobilité hydrogène répond à cette problématique de la même façon que la mobilité électrique qui se base sur les batteries. Et après, on a des avantages complémentaires qui viennent encore renforcer l'intérêt de cette mobilité par rapport à la batterie. C'est la faculté à remplir rapidement le véhicule. En fait, on a des temps de remplissage qui sont relativement similaires à ceux d'un véhicule thermique. Donc, si on prend l'exemple d'une berline ou d'un véhicule utilitaire, on va avoir un plein du véhicule hydrogène qui se fait en 3 à 5 minutes,
Pour un poids lourd ou un bus, ça va être de l'ordre de 15 voire 30 minutes. Et de la même façon, pour une benne à ordures ménagères, on va aller jusqu'à 15 minutes pour faire un plein. Alors que pour les véhicules à batterie, tout le monde a en tête la problématique des véhicules qui doivent soit faire appel à une recharge rapide qui va générer un appel de charge très important sur le réseau électrique pendant une durée de 30 minutes environ, soit une recharge classique qui va prendre de nombreuses heures et qui va vous obliger à attendre toute la nuit pour faire le plein de votre véhicule. Et puis bien sûr, on a un atout principal de cette technologie par rapport à la batterie, c'est l'autonomie du véhicule qui est beaucoup plus proche de celle d'un véhicule thermique que celle d'un véhicule à batterie, puisque pour les berlines en circulation aujourd'hui, on a une autonomie qui est facilement de l'ordre de 500 à 700 km. Et pour les bus, les bennes à ordures, on est autour de 200-300 km. Et puis pour les poids lourds en développement, on tape sur une autonomie de l'ordre de 400 à 800 km. Donc c'est un bon compromis entre l'autonomie relativement réduite des véhicules à batterie et puis l'autonomie plus importante des véhicules thermiques, mais qui comportent leur lot d'inconvénients sur les aspects environnementaux. Donc, par rapport au maillage des stations hydrogène, donc là j'ai mis une carte de l'Europe qui peut donner l'impression qu'on a un maillage très dense, mais en fait c'est juste la carte qui donne cette impression. Dans le détail, en fait, on a une trentaine de stations hydrogène en service aujourd'hui en France. On en a de plus en plus en développement. En Allemagne, je pense qu'on est autour d'une centaine de stations, voire un peu plus, et on a un objectif de 400 stations à horizon 2023. Donc, il faut savoir que l'Allemagne a commencé bien plus tôt que la France et fait partie des pionniers de la mobilité hydrogène avec le Japon, la Californie, la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, en France, on se développe de plus en plus. Et en septembre dernier, notamment, la France a mis en œuvre une feuille de route gouvernementale très ambitieuse avec 7 milliards d'euros mis à disposition de cette filière hydrogène pour massifier les usages aussi bien dans l'industrie que pour la mobilité à horizon 2030. Donc 7 milliards d'euros à horizon 2030 pour accompagner les industriels qui développent ces nouvelles technologies, pour accompagner les industriels qui souhaitent décarboner leurs procédés industriels et pour accompagner les flottes de transporteurs, pour accompagner les collectivités qui souhaiteraient consommer l'hydrogène pour réduire leur empreinte carbone. Donc je laisse la parole à Marion qui va faire un focus sur le projet Iber avant qu'on puisse vous apporter plus d'informations sur ce que vous pouvez mettre en œuvre à votre niveau pour participer à cette aventure de la mobilité ou de la décarbonation de vos process industriels à l'aide de l'hydrogène. Merci Anil. Alors du coup, j'entends de l'écho. Est-ce que tout le monde peut bien couper son micro? Merci. Effectivement, je vais vous présenter du coup un peu plus en détail le projet Iber, donc qui est un exemple d'application de l'hydrogène pour la mobilité. Et donc, il s'agit d'hydrogène vert, comme on va le voir par la suite. Alors, ce projet, donc baptisé Iber, il est situé, du coup, il est centré sur la ville de Châteauroux. Donc, il s'inscrit dans le développement d'un écosystème régional, en fait, puisqu'on voit que sur cette carte, ce n'est pas un projet isolé, mais on a d'autres projets de développement de l'hydrogène en cours dans la région Centre-Val de Loire, notamment les projets Métis-Centre et Isoparc à proximité de Tours, qui sont du coup des projets en cours de développement, et un projet une station qui est déjà ouverte sur la ville de Bréhémont. Donc voilà, on voit qu'on a une volonté, comme le disait Anil, de développer du coup le maillage national français sur les stations de production et distribution d'hydrogène. On voit qu'on a encore peu de projets en cours, mais en tout cas, Châteauroux s'inscrit sur une dynamique régionale.
Donc les enjeux liés à ce projet, hein, donc ce sont des enjeux de développement d'énergie renouvelable et de décarbonation de la mobilité, donc, puisque ce projet est basé du coup sur une production d'hydrogène renouvelable et local, donc dit hydrogène vert, donc qui sera utilisé pour de la mobilité. Donc dans un premier temps, donc on va dire c'est la vision plus court terme, et à plus long terme, donc nous avons pour objectif de développer vraiment toute une filière hydrogène à vocation industrielle, et pourquoi pas également développer l'usage de l'hydrogène pour l'habitat. Évidemment, donc cette filière hydrogène nous permettra également de participer à la transition énergétique du territoire, et elle mobilisera des acteurs privés et publics. J'insiste également sur le fait que ce projet, il est inscrit dans les objectifs du plan climat-air-énergie territorial, et dans un schéma directeur des énergies renouvelables que nous sommes en train de construire à Châteauroux Métropole. Donc, si on fait un focus plus particulièrement sur les acteurs de ce projet, donc, comme l'a dit en introduction Sébastien Toussaint du syndicat départemental de l'énergie de l'Indre, donc c'est un projet qui a été initié dès 2019 en fait, où les partenaires donc du coup identifiés sur la slide, donc la communauté commune du Pays d'Issoudun, le syndicat départemental de l'énergie de l'Indre, le département, l'association Berry et Châteauroux Métropole se sont donc entendus pour mener une étude de faisabilité sur le développement de la filière hydrogène sur le territoire. Et cette étude de faisabilité donc s'est révélée probante, et elle a abouti en octobre 2019 à la réponse à l'appel à projet de l'ADEME, donc là en lien également avec Storengy. Et donc nous avons été lauréats de cet appel à projet de l'ADEME en 2020. Et donc, nous avons même du coup signé une convention de financement avec l'ADEME au début de l'année 2021. Donc voilà, pour la genèse du projet, les partenaires qui étaient présents. Je bascule donc sur la gauche de la slide pour vous présenter les grandes lignes du projet Iber. Donc c'est un projet qui vise à produire 130 tonnes d'hydrogène par an, donc de l'hydrogène vert, donc puisqu'il est issu de l'électrolyse de l'eau. On décompose la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène, et un apport d'électricité d'origine renouvelable. Donc cette électricité renouvelable, elle a 3 origines possibles. Donc une partie de l'électricité sera approvisionnée par des panneaux solaires qui seront situés sur le site de production, ou alors l'électricité renouvelable sera approvisionnée avec des certificats de garantie d'origine ou des contrats qu'on appelle Power Purchase Agreement, qui sont des contrats de fourniture d'électricité renouvelable passés entre un producteur d'énergie renouvelable et le consommateur, qui sera la société de projet Iber. Cet hydrogène donc, a vocation à être utilisé pour des usages de type mobilité, comme on l'a dit, et il alimentera donc 6 bus pour Châteauroux Métropole, 3 bus de 12 mètres et 3 bus articulés de 18 mètres, qui remplaceront du coup 6 bus diesel. Également une centaine de véhicules légers, donc des utilitaires et des berlines. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau de la cartographie, donc ici vous avez une carte de Châteauroux. Donc je voulais préciser que le projet Iber va se développer en 2 phases. Donc la première phase va consister en la mise en service d'une station de production et distribution sur le site de Serrabati. Donc c'est dans la zone économique du Busseriou. Donc on a une ancienne friche industrielle en reconversion sur laquelle nous sommes en train de construire un nouveau dépôt bus. Donc sur cette zone, nous prévoyons du coup d'installer la station de production avec l'installation d'un électrolyseur d'une capacité d'1 mégawatt qui permettra de produire 400 kg d'hydrogène par jour. Donc, il faut savoir que ces 400 kg d'hydrogène produits chaque jour seront distribués sur 2 sites. Donc, 200 kg seront distribués sur ce site de Serrabati
et les 200 autres kilos seront à terme distribués sur une seconde station, donc, qui sera située sur le site de l'Escale, près de l'autoroute. Et donc, l'hydrogène qui sera produit sur la station de production sera acheminé via des tubes trailers. Donc, comme l'expliquait Annie tout à l'heure, c'est l'hydrogène qui est stocké dans les réservoirs et acheminé via des semi-remorques jusqu'à son point de distribution. Donc, on a bien deux phases. Cette première phase avec la station de production-distribution a vocation à être terminée au premier trimestre 2023. Et la deuxième station de distribution a vocation à être mise en service plutôt début 2024. J'insiste également sur les montants des investissements. Donc, l'infrastructure de production et distribution d'hydrogène sur la station de production-distribution de Serabati représente un investissement d'un peu plus de 7 millions d'euros. Sur ces 7 millions d'euros, donc 2,5 millions d'euros sont subventionnés par l'ADEME et la région. Concernant les investissements liés à l'acquisition des véhicules d'hydrogène en eux-mêmes, donc on a, comme on l'a dit, 6 bus et une centaine de véhicules légers prévisionnels pour constituer la flotte hydrogène. Cela représente un peu plus de 11 millions d'euros pour l'acquisition de ces véhicules. À noter que, comme je vous l'ai précisé précédemment, l'ADEME participe à hauteur de 2 50 000 euros environ pour financer l'acquisition des bus de Châteauroux Métropole. Sachant que l'ADEME finance bien le surcoût de la technologie hydrogène par rapport à une solution, par rapport à une technologie thermique plus traditionnelle. Je cite rapidement, mais ils ont déjà été cités, les bénéfices environnementaux, donc liés spécifiquement au projet IBER, donc une réduction de 950 tonnes de CO2 émises par an. Donc, à savoir qu'une tonne de CO2, ça équivaut à un vol aller-retour Paris-New York pour un passager. Et également une baisse de la pollution de l'air, particules fines, oxyde de soufre, oxyde d'azote, et une baisse de la pollution sonore. Sur cette slide, donc, vous avez une description des différents usages possibles, comme on l'a dit, la vocation principale du projet IBER, donc c'est d'abord dans un premier temps de la mobilité, mais voilà, on espère bien trouver d'autres usages possibles. Donc sur ces slides, donc vous avez, on rappelle, la production d'hydrogène se fait par électrolyse de l'eau. L'électrolyseur étant alimenté par de l'électricité d'origine renouvelable. Donc, on produit de l'hydrogène vert. Cet hydrogène est ensuite compressé et stocké. Et là, donc, vous avez trois voies possibles. Donc, la première voie, soit l'hydrogène, il est distribué directement sur le site où il est produit, donc pour des usages de type mobilité. Soit l'hydrogène est acheminé via des tubes trailers sur une autre station déportée, donc c'est le cas de notre deuxième station de l'Escale, toujours pour des usages de type mobilité. Soit l'hydrogène, il est transporté pour des usages de type industriel. Donc sur Châteauroux, on pourrait penser principalement à de la métallurgie, à l'industrie du verre, éventuellement de la chimie, de la production de chaleur. Également la réinjection dans les réseaux de gaz naturel. Et donc là, vous avez le rappel des deux phases de développement de notre projet. Donc, première phase à échéance 2023 avec la mise en service d'une station de distribution à 200 kg d'hydrogène par jour. Et en 2024, du coup, la mise en service de notre deuxième station, ce qui fait monter la distribution à 400 kg d'hydrogène par jour. Je vous présente plus spécifiquement le site où sera implanté le projet à présent. Donc, c'est le site de Serabati, qui est situé au sud-est de Châteauroux, donc l'ancienne friche industrielle. Donc, en vert, vous avez ici la zone de reconversion du dépôt bus. Et en bleu, vous avez l'implantation prévisionnelle de la future station de production et distribution d'hydrogène. Donc, on est sur une emprise d'un peu moins de 6 000 m².
Si on reprend le plan un petit peu plus en détail, donc le dépôt bus, il est ici entouré en rouge, donc il s'étend sur 3 hectares, dont 10 000 m² de bâti. Et nous avons ici en vert assuré la future emprise de la station Ibère. Le reste des aménagements du site ayant des vocations logistiques et de stockage. Ici, donc, vous avez le zoom sur la future station de production-distribution d'hydrogène. Donc, pour faire simple dans les grandes lignes, donc, on a l'électrolyseur d'1 mégawatt qui est positionné ici, donc qui est alimenté en électricité renouvelable, qui va produire l'hydrogène. L'hydrogène va ensuite être compressé, puis stocké dans différents réservoirs. Sur cette zone ici, vous avez du coup les tubes trailers qui vont pouvoir être remplis. Donc, on peut stocker jusqu'à à peu près 600 kg à 300 bars sur ces camions. Et donc là, vous voyez le camion qui est prêt à partir pour aller distribuer une autre station. Ensuite, concernant donc, le remplissage, donc, vous avez 2 types de remplissage possibles, soit un remplissage à 350 bars pour les bus avec une voie dédiée, soit un remplissage à 700 bars pour les véhicules légers. Là, j'en ai terminé pour le focus sur le projet Ibère. Maintenant, donc, je vais redonner la parole à Anil qui va vous présenter un peu comment vous positionnez sur quel type d'usage pour l'hydrogène. Très bien, merci Marion. Je ne sais pas si j'ai le contrôle. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, effectivement, je vais vous présenter un peu plus concrètement pour vous en tant qu'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire pour participer à cette émergence de la filière hydrogène renouvelable. Donc, premièrement, pour ce qui est des industriels, donc, on l'a évoqué précédemment, les usages déjà existants qui consomment de l'hydrogène qu'on appelle gris, qui est produit à partir d'énergie fossile. Ce sont notamment la chimie, la production d'engrais, le raffinage, la métallurgie. Donc, ce sont des usages qui seraient susceptibles de basculer à l'hydrogène vert pour les entreprises qui ont cette sensibilité environnementale et cette volonté de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, puisque la consommation d'hydrogène vert permet de réduire de l'ordre de 90% les émissions de CO2 par rapport à la consommation d'hydrogène qu'on appelle gris. Et puis en parallèle, il y a bien sûr un bénéfice économique important, puisque la taxe carbone va augmenter rapidement d'ici à 2030, sauf si le gel suite au mouvement des Gilets jaunes est maintenu. Donc l'objectif gouvernemental, c'est d'arriver à 100 € la tonne de CO2 d'ici 2030. Et donc cet objectif matérialiserait effectivement un avantage considérable pour l'hydrogène vert. En parallèle des usages existants, il y a des usages qui sont en développement. Donc de plus en plus d'industriels réfléchissent à l'incorporation d'hydrogène propre dans leurs procédés, soit comme matière première dans une réaction chimique, soit comme source d'énergie en remplacement d'autres sources de chaleur plus émettrices de gaz à effet de serre. Donc on parle notamment des verreries, de la sidérurgie, la cimenterie, la tuilerie, la briqueterie sont des industries lourdes qui consomment beaucoup d'énergie et qui s'intéressent de plus en plus à la consommation d'hydrogène vert. Pour ce qui est de la mobilité, donc on a de plus en plus de typologies de véhicules qui peuvent rouler à l'hydrogène. On a parlé des véhicules légers, des berlines, des bus. Il y a aussi les bennes à ordures, des poids lourds qui se développent de plus en plus. On a des flottes qui commencent à rouler en Suisse depuis l'an dernier et on espère qu'ils vont arriver prochainement en France. On a les chariots élévateurs qui sont déjà utilisés depuis de nombreuses années sur les plateformes logistiques. En fait, l'avantage par rapport aux chariots élévateurs à batterie, c'est qu'avec une petite station de remplissage d'hydrogène sur le site de la plateforme logistique, on peut faire le plein du chariot en quelques minutes et éviter de
d'avoir une indisponibilité du chariot pendant de nombreuses heures pour la recharge de la batterie. Donc de plus en plus de plateformes logistiques font appel à ces chariots utilisant l'hydrogène. On a le train à hydrogène qui devrait se développer rapidement. Il circule déjà en Allemagne depuis 1 ou 2 ans. Et puis là, en France, vous avez peut-être vu que 4 régions ont passé des commandes récemment pour acheter des rames fonctionnant à l'hydrogène. Donc les premières expérimentations de trains à hydrogène en France vont commencer très rapidement. Et puis on a la mobilité fluviale et maritime qui est en développement aussi, avec quelques petites navettes qui fonctionnent à l'hydrogène, notamment à Nantes. Et puis ça devrait se développer là aussi rapidement. Donc juste pour faire un rappel sur le fonctionnement du véhicule hydrogène. Donc là, on a très schématiquement l'exemple d'une berline où en fait, on va stocker dans des réservoirs l'hydrogène. Il va être stocké à 700 bars dans un véhicule de ce type-là. Sur d'autres véhicules utilitaires, sur des bus, ce sera plutôt un stockage à 350 bars. Donc l'hydrogène est comprimé et stocké dans ces réservoirs. Ensuite, l'hydrogène alimente une pile à combustible pour venir produire l'électricité. Donc l'hydrogène en contact avec l'oxygène qui est contenu dans l'air ambiant, qui va être aspiré par la voiture, va être transformé en vapeur d'eau et en électricité. Et donc l'électricité va alimenter un moteur électrique et le pot d'échappement va relâcher seulement de la vapeur d'eau. Donc on a vraiment un véhicule qui est zéro émission et on a aussi l'avantage d'avoir un système de récupération d'énergie au freinage, comme sur les véhicules à batterie, donc qui permet là aussi d'optimiser le rendement énergétique du véhicule. Donc les avantages du véhicule hydrogène, on avait commencé à évoquer ce sujet tout à l'heure. Donc on a les émissions très, très faibles, voire inexistantes, qui permettent d'être éligibles à la vignette critère 0. Donc c'est la vignette la plus vertueuse et donc ça garantit l'accès à toutes les métropoles, à toutes les villes. Et de plus en plus de villes accordent des avantages en termes d'accès à certaines voies, en termes d'accès à des places de parking, à ces véhicules zéro émission. On a un temps de rechargement très faible, équivalent à un véhicule thermique, et une autonomie du véhicule comparable à celle d'un véhicule thermique. Et puis, on a des soutiens des pouvoirs publics à l'acquisition de ces véhicules, puisque ces véhicules sont encore très coûteux. Hein. Ce sont des véhicules qui sont en commerce sur le marché depuis seulement quelques années, avec un volume très réduit du nombre de véhicules. On a une centaine de véhicules hydrogène qui ont été commercialisés cette année en France. Donc ça commence à se développer de plus en plus, mais pour accompagner cette émergence, l'ADEME apporte des aides à l'acquisition des véhicules. Donc en termes de maturité de la filière, les véhicules légers sont sur le marché depuis le début des années 2010 à peu près et sont en développement de plus en plus important. Notamment Hyundai et Toyota mettent l'accent sur la commercialisation de ces véhicules. On a une offre de bus qui est en développement là aussi, avec notamment un constructeur français qui s'appelle Safra, qui a signé des accords récemment et qui a fait l'objet d'un focus des pouvoirs publics pour qu'on ait une offre française de production de bus hydrogène. On a une offre de véhicules utilitaires qui se développe là aussi un peu plus lentement que les véhicules berlines, mais qui se développent néanmoins. J'y reviendrai juste après. Et puis, en termes de véhicules lourds, ce que je disais, c'est qu'on a des poids lourds qui fonctionnent à l'hydrogène en Suisse, mais pas encore en France. Et on espère que d'ici 2023-2024, donc concomitamment à la mise en service du projet Iber, qu'on ait les premiers poids lourds qui fonctionnent à l'hydrogène en France. Donc, pour illustrer un peu l'offre de véhicules existante aujourd'hui, donc on a ici
les chariots élévateurs, des véhicules utilitaires type Kangoo ou Renault Master hydrogène et les berlines qui sont commercialisées actuellement en France. On a la Toyota Mirai et la Hyundai Nexo. Donc vous pouvez voir ici le volume du réservoir. Donc c'est la quantité d'hydrogène embarquée dans le véhicule. La consommation d'hydrogène, donc 0,15 kg par heure pour un chariot élévateur, et ensuite la consommation pour 100 km parcourus par chacun de ces véhicules. L'autonomie du véhicule, donc pour un utilitaire, on est autour de 350 km. Pour une berline, on est autour de 600 km. Et puis le prix du véhicule, donc le Renault Master n'est pas encore commercialisé. Il se fait attendre, mais on espère qu'il soit sur le marché d'ici la fin de l'année. Et pour ce qui est du Renault Kangoo et des deux berlines que j'évoquais, elles sont déjà sur le marché depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le prix du véhicule, il est de l'ordre de 48 000 € pour un Kangoo et de l'ordre de 63 900 et 75 000 respectivement pour la Mirai et la Nexo. Pour ce qui est des camions poids lourds, donc là, on espère une commercialisation en France à horizon 2023-2024. Et on a des autonomies qui sont variables selon les modèles de poids lourds. Il y a notamment Hyundai et la marque de camions Nikola, qui est une marque américaine, Nikola Motors, qui développe des camions poids lourds avec une autonomie variable de 400 à 800 km et une pression embarquée de l'hydrogène de 350 à 700 bars selon les modèles. Donc en termes de bénéfices environnementaux, on l'évoquait précédemment, une réduction de l'ordre de 90% des émissions de gaz à effet de serre du puits à la roue, donc sur toute la chaîne de valeur pour l'hydrogène propre par rapport à des carburants conventionnels comme le diesel. On a le carburant GNV, gaz naturel véhicule, qui est beaucoup en développement parce qu'il est plus propre que le diesel et il réduit fortement les émissions locales de particules fines. Mais on voit bien que la mobilité hydrogène est la seule mobilité avec la mobilité électrique à batterie qui permettent de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants locaux. Donc en termes d'aide, très concrètement, si vous souhaitez acheter un véhicule fonctionnant à l'hydrogène, aujourd'hui, il y a des appels à projets menés par l'ADEME. Donc tous les ans, voire plusieurs fois par an, en ce moment, il y a plusieurs périodes de clôture de ces appels à projets où en fait des consortiums d'acteurs vont pouvoir se mettre en place pour monter un projet qui réunit une infrastructure de production, une ou plusieurs stations de distribution de cet hydrogène et plusieurs acteurs publics et privés qui souhaiteraient acheter des véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Donc on va mettre en place ces consortiums comme on l'a fait sur le projet Iber et l'ADEME va allouer des aides à la fois aux infrastructures pour subventionner l'infrastructure de production et distribution de l'hydrogène et puis l'ADEME va allouer des aides aux entreprises et aux collectivités qui souhaiteraient acheter des véhicules. Et en fait, c'est le surcoût du véhicule hydrogène par rapport à un véhicule thermique classique qui va être couvert par cette aide. Et cette aide, elle va être variable en fonction de la taille de l'organisme qui est candidat à cette aide financière. Donc l'aide va être de 35 à 55% du surcoût du véhicule. Et en complément de cette aide de l'ADEME, on peut aller chercher d'autres aides fournies par des organismes locaux comme les régions, les collectivités. Et puis il y a bien sûr le plan de relance depuis l'an dernier qui octroie des aides complémentaires avec un bonus à l'acquisition d'un camion de l'ordre de 50 000 € et un bonus de 30 000 € pour l'acquisition des bus et des autocars. Donc, très concrètement, pour un Kangoo, si vous êtes une moyenne entreprise, que vous achetez un Kangoo hydrogène, vous avez un surcoût de 30 000 € par rapport à un Kangoo diesel, vous seriez subventionné à 45% sur ce surcoût de 30 000 €. Et ensuite, si on ajoute un bonus à l'acquisition de 2 000 €,
Ça fait des aides cumulées à 15 500 € et donc un prix final d'achat à 32 500 €. Donc c'est clairement un acte pas anodin, c'est-à-dire que par rapport à un véhicule diesel, on a un prix du véhicule qui passe de 18 000 à 32 500 €, aide comprise. Mais c'est participer à ce développement de la mobilité hydrogène, c'est réduire vos émissions de gaz à effet de serre, c'est améliorer l'image de votre entreprise sur le territoire. Donc ça répond à la fois à un enjeu d'image, à un enjeu de coût avec cette augmentation de la fiscalité carbone qui va être de plus en plus prégnante à l'avenir. Donc la mobilité hydrogène peut répondre à plusieurs problématiques pour les entreprises locales. Donc on en a fini de notre présentation et on va prendre vos questions si vous en avez. Merci Anil, merci Marion et merci Sébastien également. Est-ce que vous souhaitez, Sébastien, ajouter quelque chose justement dans ce projet Iber et sur effectivement cet appel que nous faisons au travers de ce webinaire auprès des entreprises pour massifier, je dirais, les intentions d'investissement? Je pense qu'Anil et Marion ont assez bien présenté le projet. Après, c'est vrai que plus il y aura d'acteurs, plus on pourra avoir un projet efficace et rentable, quoi. Plus il y aura de véhicules qui viendront s'approvisionner dans les stations qui sont prévues dans ce projet, plus le projet sera rentable pour tout le monde, quoi. Il y a juste ça à dire. Voilà. Ok, merci Sébastien. C'est vrai que ce projet quand même est fort d'un vrai partenariat très fort entre vous, les acteurs que vous avez cités au départ, hein, Marion, vous avez cité au départ. Donc, c'est très intéressant de voir que de nombreux acteurs donc, sont impliqués dans ce projet depuis quelques années déjà. Et donc, nous venons nous greffer, je dirais, à cette dynamique, nous, la CCI Indre et la CMA également, pour voilà, vous informer, vous, les entreprises, et connaître aussi les souhaits d'investissement, qu'ils soient dès aujourd'hui souhaités, hein, qu'ils soient déjà dans vos têtes, ou qu'ils soient aussi à plus ou moins long terme. On avait effectivement 2 questions qui ont été dans le fil de conversation, donc je me fais le porte-parole. Est-ce qu'il y a des recherches sur ce plan de la technologie hydrogène concernant l'aviation? Oui, tout à fait. Je venais de répondre à cette question. Pas de souci. Donc, effectivement, des recherches sont en cours. Il y a plusieurs petites entreprises et startups qui planchent sur le sujet depuis quelques années. Et puis là, avec la crise du Covid et le plan de relance, il y a eu un focus important sur l'aviation décarbonée qui a été mis par le gouvernement. Et Airbus a annoncé des objectifs à horizon, je ne sais plus exactement, 2030, je crois, sur les premiers avions hydrogène. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur Internet sur ces recherches menées par Airbus avec l'objectif d'avoir des moyens porteurs et gros porteurs qui fonctionneraient à l'avenir à l'hydrogène. Mais on parle là de quantités très importantes d'hydrogène qu'il faudrait embarquer. Donc c'est bien sûr quelque chose sur lequel il faut travailler, mais qui va venir dans un second temps par rapport à des mobilités qu'on a évoquées aujourd'hui, avec notamment les poids lourds, les bus, les bennes à ordures et les véhicules légers. Très bien. Une seconde question qui était proposée, donc concernant en fait les usages industriels mobiles. Donc Alexandre Frédéric, vous aviez cité. Si vous voulez ouvrir votre micro, vous pouvez. Hein. La question est effectivement quid des usages industriels mobiles, donc type engin de chantier, équipement agricole, groupe électrogène, et quelle est la stratégie d'approvisionnement en hydrogène pour ces moyens industriels qui ne reviendraient pas à des stations fixes? Oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est des moyens de mobilité type engin de chantier et engin agricole, donc là, en fait, on serait sur des schémas d'approvisionnement un peu comme pour les chariots élévateurs. C'est-à-dire que depuis le site de production jusqu'au site où est placé le chantier ou jusqu'à la ferme, dans le cas d'un engin agricole, on aurait une chaîne logistique qu'on a évoquée tout à l'heure avec un transport d'hydrogène dans des tubes trailers tirés par des semi-remorques. Donc on va pouvoir tirer
de l'ordre de 600 kg d'hydrogène comprimé à 300 bars. Et on va venir alimenter une petite station de remplissage. Donc ça sera beaucoup plus simpliste qu'une station de distribution de carburant comme celle qu'on met en place dans le cadre du projet IBER. Mais c'est une petite station qui va permettre de remplir un engin agricole, un engin de chantier. Donc on a ça qui existe depuis de nombreuses années pour les chariots élévateurs. On a quelques expérimentations et des projets de démonstration pour des vélos hydrogène que vous pouvez facilement trouver sur Internet si vous regardez vélo à hydrogène. C'est vraiment des petites stations qui prennent peu de place. Donc on pourrait mettre ça en place pour des engins de chantier et des engins agricoles. Et puis la question des groupes électrogènes est une très bonne question, puisque notamment sur les chantiers, on fait souvent appel à des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel. Il y a également les data centers qui ont des problématiques de pouvoir assurer une disponibilité 100% du temps de l'approvisionnement électrique. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une coupure sur le réseau électrique. Donc, ils ont ces groupes électrogènes qui sont là en secours. Et donc, effectivement, il y a des offres qui se mettent en place pour avoir des groupes électrogènes fonctionnant à l'hydrogène et qui seraient là aussi alimentés avec une logistique appropriée qui viendrait remplir des réservoirs qui seraient des stockages locaux à côté du groupe électrogène. Donc, on est là sur une technologie qui vient en tampon, excusez-moi. En fait, on a un stockage mobile de l'hydrogène qu'on va pouvoir utiliser pour transporter l'hydrogène et ensuite on va laisser ce stockage sur le site du client ou alors on va transvaser l'hydrogène vers un stockage, un réservoir sur le site du client. D'accord, très bien. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, tout à fait, je vous entends. D'accord. Donc la question, merci pour la réponse, mais en fait, la contrainte qui peut arriver sur ce type d'usage industriel, c'est qu'on rentre dans des consommations d'hydrogène de type industriel et non pas dans des consommations de type mobilité. C'est-à-dire quand vous parlez de petites stations, un tractopelle, quand il fonctionne toute la journée, aujourd'hui, il consomme environ 1000 litres de gasoil. C'est-à-dire que demain, même si la quantité d'hydrogène, d'énergie dans 1 kg d'hydrogène par rapport à 1 kg de diesel, c'est 3 fois, il faut alimenter un tractopelle de pas loin de 350 kg d'hydrogène jour. Oui. Et donc, c'est la quantité, vous parlez d'un trailer de 600 kg, un trailer de 600 kg qui arrive sur un chantier où il y a 2 bulldozers et un tractopelle, il alimente à peine pour la journée, quoi. Oui, après, si vous regardez, tout simplement, si on va sur un site industriel, il y a beaucoup de sites industriels qui ont trois tubes trailers garés sur le site. Donc, on peut facilement avoir des sites industriels qui, à chaque instant, ont plus d'1 tonne d'hydrogène, voire 2 tonnes stockées sur leur site. Et après, on fait les rotations nécessaires. On a des allers-retours des camions qui permettent d'assurer l'approvisionnement du site et s'assurer qu'à tout instant, l'industriel ou le chantier, dans votre cas, ait la quantité d'hydrogène suffisante pour répondre à ses besoins. Et dans le prix du kilo d'hydrogène que vous avez mis dans le slide 5, ça intègre ces coûts de transport tube trailer ou c'est purement le coût de génération de l'hydrogène à la sortie de l'électrolyseur? Je pense que c'était la slide avec les coûts de production. Donc effectivement, c'est le coût de production, il est vraiment, il représente vraiment le coût de production par électrolyse. Et après, il faut rajouter les coûts de transport jusqu'au site client. Donc il faut rajouter quelques euros du kilo pour venir alimenter le site. Après, tout va dépendre de l'éloignement du site et du nombre de rotations qu'il faudra faire pour assurer l'approvisionnement du client. D'accord. Enfin, moi, la question, elle est ouverte, hein. Moi, je suis du côté fabricant de ces produits-là. Et en fait, dans notre stratégie ou la réflexion qu'on peut avoir, c'est comment aller à l'hydrogène sur la disposition de tractopelles, de pelleteux, de tracteurs et tout ça.
mais de se dire, nous, les clients, les utilisateurs de ces moyens industriels dans des petites entreprises ou des PME comme des fermes ou des petits centres de personnes qui ont des moyens pour construire des maisons, c'est de se dire on arrive à une ramification de la mise à disposition d'hydrogène partout, on va dire. Aujourd'hui, il y a encore 1 million d'exploitations agricoles. Ça veut dire que ça fait 1 million de réseaux, de flux d'hydrogène qu'il faut amener dans chaque corps de ferme, quoi. Et est-ce que c'est intégré dans la stratégie de la transition à l'hydrogène et on va pouvoir en discuter avec les agriculteurs pour les faire changer d'avis, parce que si on ne leur amène pas l'énergie, et si nous, on ne leur amène pas le moyen pour consommer cette énergie, c'est tout un pan de l'économie qui ne peut pas transitionner à l'hydrogène. Oui, donc ma question, elle est entre la poule et l'œuf, il faut qu'ils aient l'hydrogène et que nous, on leur propose un produit capable de rouler ou de travailler à l'hydrogène. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à voir dans tous les plans que j'essaie de trouver sur le plan Europe et tout ça, c'est cette transition à du réseau délocalisé avec tout ce que ça va générer comme flux d'hydrogène et les coûts et la capacité de le produire. Je ne sais pas si quelqu'un regarde ça. Typiquement sur ce que vous évoquez, la nécessité de pouvoir alimenter des consommateurs très diffus. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux électriques et des réseaux de gaz qui sont assez denses en France et qui permettent d'alimenter les usagers en électricité, en gaz naturel. Ces réseaux de gaz, ils permettent aussi de transporter du biométhane. Donc le biométhane est un des axes de décarbonation des transports. Et puis à long terme, à horizon 2030-2040, il y aura des pipelines dédiés à l'hydrogène qui permettront de transporter l'hydrogène sur le territoire à un coût beaucoup plus réduit qu'un transport par camion. Et donc, plus ce maillage des réseaux hydrogène sera dense, plus il y aura la possibilité d'alimenter tous ces usages-là. Après, est-ce que l'hydrogène est la solution pour un agriculteur ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse tourner ses engins agricoles au biométhane? C'est une autre question à laquelle j'ai pas la réponse aujourd'hui. C'est vrai que l'agriculteur ayant la possibilité de produire son propre biométhane sur site, ça peut être également une solution. Merci pour vos réponses. Juste pour info, vous êtes de quelle entreprise? Je travaille chez John Deere. D'accord, ok, très bien. Donc je ne suis pas dans l'Indre, hein, mais voilà, on fait partie de la région Centre, on étudie un projet avec l'ADEME et d'autres partenaires industriels pour réfléchir à comment transitionner des moyens industriels mobiles, utilisant des moteurs à diesel aujourd'hui, à carburer à autre chose, dont l'hydrogène. D'accord. Voilà. Mais bon, la fameuse question pour nous, c'est de la poule de l'œuf, c'est si on fait un tracteur qui marche à l'hydrogène, mais qu'à côté de ça, l'agriculteur ne peut pas avoir d'hydrogène, en fait, ça sera un beau projet d'étude, mais qui ne nous semble pas avoir un sens pour le futur. Parce que voilà, si on va voir un agriculteur en lui expliquant qu'il va consommer, il va avoir besoin de mettre 2 fois plus dans le prix du carburant pour remplir son tracteur pour une productivité du blé de 100 quintaux à l'hectare, il n'est déjà pas rentable aujourd'hui, il le sera encore moins demain. Et parce qu'il faut garder cette notion, là vous avez fait, voilà, il faut mettre 32 000 € pour avoir un Kangoo qui en vaut 18 000 avec des moyens actuels. Les agriculteurs, ils ont l'esprit vert aussi, mais c'est aussi, et malheureusement, des personnes qui doivent, et heureusement pour eux, gagner leur vie de leur travail. Et on ne peut pas les surpénaliser. Ou sinon, ça veut dire également que nous, consommateurs, il faut qu'on accepte de payer notre baguette de pain 2 € au lieu de 1, quoi. Et on ne pourra pas se pénaliser sur tous les champs de notre vie pour le futur, de tout payer plus cher. Voilà. Donc le raisonnement, il est macroéconomique dans mon cas. Merci pour cet effectivement éclairage et effectivement aussi l'ouverture pour un débat. Je pense qu'on pourra continuer. Je vous invite à rester connectés, en tout cas pour après ce webinaire sur ce sujet-là et la passerelle vers effectivement ces acteurs agricoles qui sont en demande de solutions
qui sont prêts à entendre toute solution pourvu qu'elle soit effectivement plausible, accessible. Monsieur Pilet, pour l'entreprise Makin Energy, vous nous avez aussi présenté, vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez, vous nous avez présenté aussi votre entreprise et vous avez posé une question. Donc, dans le cadre je lis votre propos, dans le cadre du développement de cette mobilité verte, outre les stations de remplissage à l'identique du modèle de station-service, est-il envisagé d'aller plus loin sur la mobilité de la mise à disposition de l'hydrogène en passant par des bonbonnes à hydrogène comme les bouteilles de gaz? Oui, tout à fait. Donc, William Pilet, bonjour. Merci de cette très belle présentation. Effectivement, notre société, anciennement Siraga, maintenant Makin Energy, située à Busançais, fabrique des systèmes automatisés ou semi-automatisés de remplissage de bouteilles, actuellement des bouteilles GPL ou GNL. Et donc, la partie hydrogène nous intéresse fortement pour apporter notre soutien à ce développement sur notre territoire. Et donc, la question, oui, c'est la mobilité. On voit des semi-remorques avec des cigares transporter ces quantités compressées, ou alors des cigares sur des exploitations. Mais quid de la mobilité plutôt interne? On parlait des chariots élévateurs. D'aller sur un point de remplissage. Le point de remplissage a un certain coût, donc la solution type petite bouteille, petit contenant pourrait être une idée. Donc nous sommes ouverts à cette discussion et intégrer les réflexions qui peuvent tourner autour de cette mobilité. Monsieur Pilet, je me permets d'intervenir pour Châteauroux Métropole. On a un copil du coup sur l'hydrogène qui rassemble les acteurs du territoire en fait proche de Châteauroux Métropole, dans lequel on pourrait vous convier pour participer à ces discussions-là. Donc le but, c'est de rassembler toutes les entreprises du territoire qui pourraient avoir un intérêt à rejoindre cette filière hydrogène, hein, quel que soit le type d'intérêt concerné. Donc je vous propose de prendre vos coordonnées. Là, j'ai pris dans le fil d'actualité, non, enfin pas d'actualité, pardon, dans la file de conversation. J'ai pris vos coordonnées et je vais le transmettre au développement économique de Châteauroux Métropole pour qu'on vous recontacte pour vous intégrer à ce copil. Tout à fait, oui, parce que nous travaillons avec Messi à Issoudun, qui est une ancienne société dans laquelle j'ai travaillé. Donc, on remet au goût du jour ces sujets-là. Donc, bien volontiers, alors, dans ce cas-là. Bonjour William. Bonjour William, nous sommes présents, effectivement. Ah, d'accord, très bien. Voilà, c'est Johan. Bonjour Johan. Ça va? Oui, très bien. Messi, d'ailleurs, qui est présent à Scopine. Monsieur Valois, vous avez participé, il me semble. Oui. Donc oui, effectivement, d'ailleurs, je me demandais quand est-ce que la prochaine date allait avoir lieu. Oui, effectivement, nous y participons avec Monsieur Frédéric. Alors, Monsieur Frédéric est membre en fait de l'association Berry, proche de Monsieur Pilet, et moi-même j'ai été aussi convié dans ce copil. Nous avons fait une seule réunion, il me semble, ensemble, Madame Bonnet. Effectivement, on a un certain nombre de sujets de développement, soit propres à Messi et son entité d'Issoudun, ou même au sein du groupe Eiffage, puisque Eiffage a une carte de route hydrogène dans laquelle nous participons. Et nous sommes porteurs d'un certain nombre de projets pilotes pour le développement de la filière hydrogène. Très bien, je vous remercie pour en tout cas ce réseautage qui s'est encore activé au cours de ce webinaire. Même à distance, tout est possible, évidemment. Je passe à la question de Monsieur Fouché pour citer, avez-vous envisagé la solution du rétrofit des bus diesel ou bus à moteur à combustion hydrogène? Alors vas-y Agnès, je compléterai pour Châteauroux Métropole. Nous, Storengy, en tant qu'énergéticien, producteur, distributeur d'hydrogène, on n'est pas directement impliqué dans le rétrofit des véhicules, mais effectivement, on discute avec différents pôles de compétitivité sur les transports, notamment transport de marchandises. Et il y a effectivement de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent au rétrofit, soit pour équiper un véhicule de pile à combustible pour transformer l'hydrogène en électricité au sein du véhicule et alimenter un moteur électrique, soit avoir un moteur à combustion comme pour un moteur thermique classique et brûler l'hydrogène pour faire avancer le véhicule.
Donc les deux solutions sont à l'étude. Je crois que c'est l'IFPEN, Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui est en train de mener des études sur ce moteur à combustion et non pas la pile à combustible. Après, j'en sais pas beaucoup plus et Marion, je te laisse discuter de ce sujet. Oui, bah, alors sur la question du rétrofit, effectivement, nous on en a un petit peu, étudié la question à Châteauroux Métropole, mais c'est vrai qu'on s'oriente plutôt, donc rétrofit, pour que tout le monde soit sur le même, je pense que ça doit parler, mais c'est la conversion d'un véhicule essence ou diesel vers un véhicule électrique à hydrogène dans notre cas. On a étudié et au vu en fait, nous pour des raisons de calendrier on va dire et de praticité au niveau de la commande publique, on s'oriente plutôt sur une solution on va dire d'un bus à pile à combustible, donc classique, en tout cas pour les 6 premiers bus qu'on envisage d'acheter, donc auprès de la société. Pour le moment, le candidat distributeur retenu, parce qu'il est disponible sur notre centrale d'achat, ce serait la société Vanol. Et voilà, sachant qu'on a une flotte de 42 bus, on en renouvelle 6 à échéance 2023-2024. Si on était amené à en changer davantage, on prendra plus de temps de la réflexion sur le rétrofit. Mais là, c'est vrai qu'au niveau du calendrier, si on va avoir des premiers bus en service, on s'est orienté sur une solution d'acquisition classique. Peut-être, Monsieur Fouché, pouvez-vous ouvrir votre micro si vous voulez ajouter? Je vois que vous avez aussi ajouté un lien. Oui. Bon, moi, je travaille dans un laboratoire sur le campus universitaire d'Orléans, un laboratoire Prisme, et on travaille notamment sur la combustion et les moteurs à combustion interne hydrogène. On travaille aussi dans un programme financé par l'ADEME avec l'IFPEN sur ces considérations de combustion hydrogène. Et c'est vrai que pour tordre un peu le cou à certaines idées, on fonce toujours tête baissée sur la pile à combustible, qui est une solution extrêmement élégante, où on affiche d'ailleurs des rendements, comme sur une des slides qui a été présentée, des rendements qui sont toujours des rendements très intéressants, importants, mais qui sont lorsque la pile à combustible fonctionne sur des moyennes charges. Et quand on est sur de la forte charge, donc avec des appels de courant importants, là, les rendements diminuent. Et contrairement à un moteur en fait thermique, où les rendements sont peut-être un peu inférieurs, mais pas si différents de ça d'une pile à combustible. Là où je veux en venir, c'est que globalement, le rétrofit d'un moteur ou la construction d'un moteur avec des plateformes industrielles existantes en France coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'une pile à combustible. Et pour une mobilité qui pourrait, du coup propre, qui pourrait s'étendre beaucoup plus rapidement que si on mettait la même somme d'argent dans des véhicules piles à combustible. Et de même, sur les groupes électrogènes, il est assez facile en fait de reconvertir des groupes électrogènes diesel en hydrogène. Donc c'est des solutions qui pourraient être envisagées, notamment en région centre où on a quand même des industriels qui sont assez stars dans le domaine. Enfin, je pense à Borvar-Nord et à d'autres industriels qui sont capables de concevoir brique à brique en fait des solutions élégantes pour ce rétrofit. Juste une petite question, Monsieur Fouché, au niveau de le rétrofit peut être envisagé. Enfin, j'imagine qu'il faut une durée une ancienneté des bus diesel pas trop grande. Après, c'est au cas par cas, mais en fait, il y a rétrofit de bus existants, ou alors après, changer un moteur ou concevoir des véhicules neufs hydrogène. Enfin, tout est un peu envisageable. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de véhicules hydrogène, on pense toujours à pile à combustible. Oui. Les pionniers étaient par exemple Toyota, avec notamment la Mirai, qui va être commercialisée en France. Si vous regardez l'actualité, Toyota commence à mettre en avant des moteurs à combustion interne hydrogène. C'était les pionniers en pile à combustible, mais il ne faut pas oublier non plus d'autres solutions hydrogène qui coûtent beaucoup, beaucoup moins cher que la pile à combustible et qui pourraient être aussi en plus fabriquées en France, entre parenthèses. Donc c'est un écosystème global qu'il faut vraiment considérer.
Oui, tout à fait. Sur le moteur à combustion, effectivement, hydrogène, malheureusement, ce type de solution n'existe pas pour les collectivités sur nos centrales d'achat pour le moment. Donc, Oui, c'est un peu dommage quand même d'être voilà, subventionné par c'est les ça marchés. le frein qui nous contraint dans notre procédure de commande publique, quoi. Tout à fait. Mais à l'avenir, j'espère que les véhicules disponibles sur nos centrales d'achat seront nettement plus diversifiés. Merci, Monsieur Fauché. Merci Marion pour aussi ces éclairages-là et puis la réalité de terrain qu'on rappelle. Vous avez pu suivre, des réponses ont été apportées à vos questions concernant effectivement le projet Green Challenge qui effectivement pourra trouver une solution pour être raccordé à ce projet Iber. La question a été posée, peut-on envisager la cogénération? Donc oui, après avec des conditions techniques évidemment, mais oui, c'est possible. Donc, on a aussi des questions qui ont été posées sur les prix, notamment le prix à la pompe. Donc, vous avez précisé, Anil, le prix à la pompe pour les entreprises à cette station de distribution. Donc, s'élève à 12,60 € au kilo d'hydrogène, couvrant effectivement les coûts de production et de distribution. Monsieur Caille, vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Oui, je suis là. Oui, vous avez précisé, donc nous avons avec le groupe déjà participé à la réalisation et la mise en œuvre de mobilier et d'éléments de station hydrogène à votre service pour en reparler. Je vous remercie pour cette précision. Tout à fait. Le groupe Poujola a plusieurs activités. Poujola Bérin, Sabuzancé a déjà réalisé avec Attaway du mobilier, des hauts-vents pour les stations hydrogène. Donc, je crois qu'on est dans la famille avec Storengy. On peut aussi vous aider à avancer sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous préciser en termes de mobilier de quoi il s'agissait pour tout le monde? On a fait des portails, on a fait les bornes, on a fait des points de livraison, on a fait tout l'habillage chaudronnerie sur tout le mobilier chaudronné, métallique. On a fait les portails, on a fait des systèmes d'ouverture, on peut vous présenter tout ça. D'accord. Merci pour ces précisions pour qu'on sache le savoir-faire du groupe Bérin, du groupe Poujola. Du groupe Poujola. Vous aviez cité dans la première partie de ce webinaire, donc de manière anonyme certes, mais vous avez cité la problématique de la formation. Est-ce que celui ou celle qui a évoqué ce sujet-là, est-ce que vous vouliez parler de formation à l'usage de la station de distribution pour les entreprises? De quelle formation vouliez-vous parler? Je vous invite à lever la main ou prendre la parole. C'est moi, donc Francis Gagné, et je représente le GNFA, le Groupement National pour la Formation Auto. Oui, je vous écoute. Et on prépare effectivement des stages pour réparer les voitures à hydrogène et savoir comment les manipuler, parce qu'il y aurait des précautions particulières à prendre. Mais pour l'instant, c'est un projet, parce qu'il y a effectivement très peu de voitures en service en France, du moins, et j'imagine que dans les années à venir, le parc devrait augmenter de façon substantielle. Donc on se prépare. En tout cas, on est prêt. Le stage est réalisé, mais jamais animé pour l'instant. D'accord. Pour nous préciser, juste, vous êtes situé où et quelles sont les modalités justement de ce stage? Alors, on est à Saint-Cyr-en-Val et on travaille avec on est partout en France d'ailleurs, et on travaille avec les constructeurs automobiles. Et donc, notamment Toyota, Renault. Alors Peugeot, Citroën et Opel ont aussi annoncé des utilitaires qui fonctionneraient à l'hydrogène. Et donc on attend en fait la sortie ou la diffusion de ces modèles en fait pour pouvoir faire des stages pour les professionnels. Très bien. Si vous le voulez bien, vous pourrez nous envoyer une information sur ce stage. Est-ce que aussi ça fait appel à vous, les participants, sur cette demande? Est-ce qu'il y aurait un besoin d'être informé sur ce stage? Vous pouvez répondre soit dans la conversation, soit à l'oral, vous nous dire, voilà, nous, on en est, on souhaiterait être informé. Je vous préciserai, si M. Gasnier, vous aviez des infos qu'on puisse ajouter dans le compte-rendu de ce webinaire, je l'ajouterai. Mais on s'arrête surtout en fait à des constructeurs, enfin, à des réseaux, parce que si Toyota vend sa Mirai à des centaines de milliers d'exemplaires, on peut espérer à l'avenir. Oui.
le réseau après-vente devra savoir comment faire pour réparer, quoi, pour entretenir ces véhicules. Hein. Oui, oui, tout à fait. OK. On restera en contact sur ce sujet-là. On va pouvoir fournir de l'info et puis suivre. Monsieur Audouin, vous précisiez, oui, pour les formations à venir, pour la base de la maintenance H2. D'accord. Merci. Est-ce qu'on peut revenir aussi très, très vite aussi, en fait, l'hydrogène, la technologie hydrogène, en fait, est réellement créer des nouvelles opportunités économiques. Annie, vous en êtes aussi le messager aujourd'hui? Oui, tout à fait. Quel est le sens de la question? On s'était en fait dans les mots-clés qui étaient avancés au début du webinaire, quand j'avais ouvert la session Bicast, voilà, il était question de créer des nouveaux business pour nos entreprises, quelque part aussi, puisqu'on va parler aussi de pouvoir proposer des services de maintenance de ces véhicules-là, de réparation, peut-être aussi du business pour les concessions, évidemment. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on a beaucoup fait un focus sur les usages de l'hydrogène, puisqu'on souhaitait faire connaître notre projet et expliquer aux entreprises du territoire comment elles pouvaient être consommatrices d'hydrogène, soit pour leur process, soit pour leur flotte. Mais il y a effectivement un intérêt pour le territoire autour de Châteauroux de participer à la construction de cette filière en étant équipementier, chaudronnier, prestataire de services de maintenance. Il y a tout un tas de métiers qui vont se développer autour de l'hydrogène avec l'émergence de cette filière. Et donc, je pense qu'on pourra rediscuter de ça. Je sais que la CCI de l'Ain, avec laquelle j'ai travaillé sur un autre projet, essaye de développer des webinaires sur le sujet. On peut aussi réfléchir à un webinaire dans l'Indre qui soit dédié à ce sujet des nouveaux métiers, des nouveaux business qui peuvent se développer autour de l'hydrogène. Très bien, très bien. Et la CCI là, effectivement, est connectée avec nous, puisque je sais que vous êtes connectés, vous êtes avec nous. Oui, bonjour. Effectivement, on a le projet de développer, enfin, on a déjà fait un premier webinaire justement pour déjà présenter un peu comme vous ce qu'on appelle l'hydrogène vert, parmi un peu toutes cette famille d'hydrogène gris, etc. Et puis là, l'idée, c'est de faire un prochain webinaire dédié plutôt à la chaîne de valeur, comme on a pu voir aujourd'hui avec pas mal d'entreprises nous présentes sur le territoire qui auront aussi cette opportunité on va dire, de profiter de ce nouveau business, notamment en carrosserie industrielle, mais également tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est chaudronnerie, etc., tous les composants un peu électroniques. Et du coup, voilà, on va faire quelque chose dans un peu plus d'un mois maintenant pour présenter un petit peu quelque chose sur ces nouveaux métiers, en passant bien sûr par la formation, par la maintenance, etc. D'accord, c'est très intéressant. On restera connecté, évidemment. Déjà, on l'est via nos statuts, mais effectivement, je serais intéressée par vous suivre, Monsieur Capocina, sur ce volet-là. Oui, puis à savoir aussi que on est présent, parce qu'au niveau national, il y a un groupe de travail national dédié à l'hydrogène, avec un certain nombre de CCI qui travaillent justement sur ce sujet pour essayer d'harmoniser et puis à l'échelle nationale, avoir une certaine cohérence d'intervention justement parmi tous ces acteurs qui travaillent sur le sujet de l'hydrogène. Et c'est vrai qu'avec Storengy, on a également sur le département de l'Ain, au niveau d'une commune, du stockage de gaz. Et il y aura notamment, comme Annie l'a pu en parler, donc un projet qui s'appelle Hipster, et qui va permettre le stockage d'hydrogène vert à partir d'une production de panneaux photovoltaïques. Voilà. Oui, très bien, d'accord. On n'a pas parlé de thermique, mais effectivement, il était question, et je vais finir par cette question, est-ce qu'il y a une question une possibilité de produire de la chaleur avec cette technologie-là? Parce qu'on a été sur la mobilité, on a parlé aussi de process industriels. Oui, tout à fait. L'hydrogène peut être soit utilisé
pour la production d'électricité pour alimenter un véhicule, soit pour produire de l'électricité, notamment sur des sites isolés ou qui ne sont pas raccordés au réseau électrique. On utilise aussi l'hydrogène dans certaines turbines de cogénération pour produire à la fois de la chaleur et de l'électricité. Et puis après, il y a des entreprises qui réfléchissent à l'utilisation d'hydrogène dans des brûleurs, dans des turbines de production de vapeur en remplacement du gaz naturel. Mais ça, c'est une application qui est moins mature, sur lesquelles l'équilibre économique est plus difficile à trouver. Mais on a effectivement enclenché des discussions avec certains industriels de la métropole de Châteauroux pour discuter de ce potentiel-là avec eux. D'accord, très bien. Merci pour ces informations. Il avait été aussi évoqué la question d'alimenter des véhicules de collecte des déchets. En fait, on se retrouve dans le même cas de figure, ce que vous aviez exposé pour l'accès à ce carburant pour les tracteurs, les véhicules agricoles et puis tous ces engins, je dirais, de chantier ou des engins agricoles. Donc, de même, pour les véhicules de collecte des déchets, en fait, il suffit de bien dimensionner le réseau et d'aller tirer effectivement les lignes nécessaires pour alimenter une petite station. Oui, après, pour les véhicules de collecte de déchets, en fait, on sera sur un schéma similaire à l'alimentation des bus, puisque les bennes à ordures sont quand même exploitées par des collectivités ou par des délégataires de services publics. Oui. Donc, elles vont pouvoir revenir à un dépôt, comme pour le dépôt de bus de la métropole de Châteauroux. Et on a effectivement de plus en plus de projets en France où les collectivités souhaitent acquérir soit des bus, soit des bennes à ordures, soit les deux pour fonctionner à l'hydrogène. Et à ce titre, Storengy est partie prenante d'un gros projet sur la métropole de Dijon, où Dijon envisage de faire fonctionner la totalité de ses bus et de ses bennes à ordures à l'hydrogène dans les prochaines années. Donc là aussi, vous pouvez regarder sur Internet, il y a pas mal d'infos sur le projet de Dijon, qui est un projet pionnier et dont on souhaite s'inspirer sur les futurs projets qu'on développe chez Storengy. D'accord, mais très bien. Je note ça pour effectivement ajouter, il est bon de le préciser, en fait, vous recevrez évidemment le livrable. Alors, je reviens à vous en image, tout simplement il est 11h30, alors il est temps pour moi effectivement vous libérer, de vous dire que si vous aviez encore des questions, vous pouvez naturellement soit les envoyer directement à Anil ou à Marion Bonnet ou bien à moi-même et à Sébastien Toussaint, évidemment, mais vous recevrez un livrable contenant la présentation d'aujourd'hui, le replay pour revoir et revoir encore et partager ce webinaire avec vos proches collaborateurs et vos partenaires et puis voilà, votre cercle professionnel. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi avec des étudiants en transition énergétique, en efficacité énergétique, puisque effectivement, ils sont pas loin de nous. Il y a une école, notamment à Bourges. Enfin, il y a une connexion évidemment avec Monsieur Fouché, vous l'avez dit, mais des chercheurs sur la région loirtaise. Donc voilà, tout ça pour dire que nous sommes un bon réseau, que ce réseau-là aussi est très, très large et très connecté aux régions limitrophes. Je vous remercie pour votre participation, votre assiduité encore aujourd'hui, le suivi aussi des actions CCI au sens global, puisque vous êtes nombreuses et nombreux aux côtés des entreprises de l'Indre à suivre les rencontres que nous faisons chaque mois côté CCI Indre et pour certains concernant l'EIT, nous sommes aussi avec la Chambre de métiers de l'artisanat ensemble pour véhiculer les meilleures informations et tenter de vous connecter à des projets pour que ça marche et que ça matche, toujours sur ces sujets de la transition écologique, la transition énergétique et bien d'autres sujets encore. Donc, merci à tous pour cette présence. Et puis, merci à vous, les intervenants. Merci Annie, merci Marion, merci Sébastien pour la qualité de cette présentation aujourd'hui. Tout était très clair. Nous restons évidemment connectés. Une prochaine fois, nous pourrons encore vous tenir informés de l'évolution de ces projets-là, du projet Iber et puis des autres à venir. Et puis, bien sûr, restons connectés entre nous pour que vous sachiez si vous êtes éligible à des financements dans le cadre de vos projets. Surtout, ne restez pas seuls. Connectez-vous à la CCI Indre, à la Chambre de métiers, contactez-nous. Vous aurez nos coordonnées à tous dans le livrable. Donc, nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt pour un webinaire encore de qualité sur la transition énergétique.
Belle journée. Merci beaucoup, Cécile. Merci à Merci. tous. Merci à vous. Merci.